Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News. Une période d'incertitude s'ouvre en Italie après la victoire aux législatives de Giorgia Meloni aux commandes d'une coalition divisée qui devra s'accorder sur un gouvernement avant d'affronter la crise économique face à une Europe et des marchés inquiets, forts de la majorité absolue au Parlement. La dirigeante de Fratelli d'Italia et ses alliés Matteo Salvini de la Ligue anti-immigration et Silvio Berlusconi de Forza Italia de droite vont tenter de former dans les prochains jours un gouvernement. L'avenir politique en Italie, nous en parlons dans édition spéciale avec Habib Ben Safi, journaliste accrédité auprès des institutions européennes. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons aussi en parler avec Manuel Pouchelet. Il est expert en géopolitique et sécurité. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Alors, dès sa prise de parole, Giorgia Meloni a affiché son ambition de devenir première ministre, adoptant un discours rassurant et rassembleur. C'est le sujet de Karim Bouaziz. Elles s'en donnent à cœur joie, la presse européenne qui ruisselle de unes les plus catastrophiques. Le fascisme, spectre noir, reviendrait en Europe après presque un siècle, mais cette fois-ci, non pas sous les traits d'un militaire bourru, mais d'une falbala peroxydée. Giorgia Meloni, 45 ans, dont l'entrain sur les estrades de campagne depuis 2018 pour tabler sur les valeurs de Dieu, la famille, la patrie, est en passe de sans doute être la première chef du gouvernement catalogué droite extrême depuis la chute du Duce. Issue justement d'un milieu admirateur de ce dernier, elle a su drainer son expérience et parfaire son flair politique à l'orée de ses 15 printemps déjà. Giorgia Meloni, c'est d'abord une histoire politique italienne. Celle du refus des diktats bruxellois d'une classe populaire blanche laissée pour compte, tandis que l'immigration par la Sicile est jugée trop fluide aux yeux de l'italien moyen. Celle de la vie trop chère et de la désacralisation d'un patrimoine séculier catholique, et ce à quelques encablures du Vatican. Giorgia Meloni est aussi un syndrome d'une Italie qui ploie sous diverses pressions exogènes qui échappent au quidam. La campagne politique pour ces législatives démontre n'empêche une femme de tempérament. Leader de Fratelli d'Italia, sentant le vent tourner, s'est appliqué ces derniers mois à adoucir son image, quitte à retourner sa veste sur des dossiers internationaux pour rassurer l'électorat de droite bourgeois, tout en veillant par des saillies à conserver les électeurs nationalistes. Stratège, fruit d'un bref passage en politique sous la houlette de son mentor Gianfranco Fini, après la chute de celui-ci, elle s'est bien tenue à l'écart des gouvernements successifs des années 2010, consolidant son nouveau parti Fratelli d'Italia, parti présenté comme hors système, qui s'installe doucement mais sûrement dans le paysage politique. Tout en prenant les codes post-fascistes, elle n'hésite pas à affirmer sa position pour Poutine lors de la guerre en Crimée. Elle applaudira ouvertement le Brexit, opposé surtout aux droits des minorités et aux politiques migratoires, mais d'un autre côté, on l'a dit, pro-OTAN, pro-Ukraine est devenu, dans la foulée, pro-Union européenne. C'est-à-dire un cocktail laissant sceptique l'auto-élue Ursula von der Leyen qui a menacé de sanctions l'Italie il y a quelques jours si celle-ci est votée dans le mauvais sens. On verra d'ici les quelques jours la réelle texture politique du gouvernement formé sous la houlette de Meloni, c'est-à-dire celui-là même se situant loin des emphases des campagnes électorales pour endosser le concret. Retour au plateau donc et à mes invités, en l'occurrence Habib Ben Safi et Manuel Pouchelet. Alors on l'a vu, le dépouillement des bulletins de vote confirmé ce lundi, la nette avance de Giorgia Meloni qui recueille plus de 26% des suffrages dans un contexte d'abstention record estimé à 36%. Alors tout d'abord Habib Ben Safi, lors de sa première et brève déclaration, après le vote, Meloni a tenu à rassurer tant l'Italie que l'étranger. Quelles sont ses chances aujourd'hui de diriger l'Italie ? Vous savez, ces dernières années, les partis d'extrême droite ont le vent en poupe. Donc, Madame Meloni, Giorgia Meloni, et comme les autres partis d'extrême droite, c'est-à-dire qu'ils promettent des choses qu'ils ne tiendront pas. Par exemple, elle dit qu'elle va protéger l'Italie de l'islamisme et elle veut contrer le système LGBT. C'est pas comme ça qu'on définit une politique économique, ni une politique sociale, ni une politique culturelle. Je pense que les partis d'extrême droite naviguent
surtout dans le populisme, grâce justement, en partie en cause de la crise économique. L'extrême droite a le vent en poupe en raison des difficultés économiques des pays. Là, depuis 2008, la crise économique a frappé de plein fouet le continent européen, et donc on a vu les partis d'extrême droite avoir le vent en poupe, que ce soit en Suède il y a quelques jours, l'extrême droite aussi a progressé, que ce soit en France, en Belgique et partout en Europe, la Hongrie également. Donc là, en fait, il s'agit de les partis populistes axent leur discours uniquement sur le fait que les gouvernements n'arrivent pas à gérer donc leur économie, et voilà, c'est ça. Donc sinon, il n'y a pas de programme politique économique défini. Là, elle est partie sur comme les autres, comme le Front National en France ou comme les autres, uniquement le rejet de l'islam. Ça fait énormément de bruit d'ailleurs ces dernières années, et surtout donc l'immigration. Parce que quand on voit le discours de l'Union européenne, en partie elle est responsable, quand on voit le discours, les thèmes qui sont discutés dans le Conseil européen depuis quelques années, au Parlement européen, ce n'est que l'immigration. Oui. On a vu avec la Syrie, on a vu avec les difficultés avec la Turquie, qui avait protégé l'Union européenne pendant quelques années, et puis que l'Union européenne n'a pas tenu ses promesses. Donc en fait, ces discours de la migration ont fait développer les partis d'extrême droite. Très bien, nous allons voir ce qu'en pense Manuel Pouchelet. Giorgia Meloni a-t-elle des chances aujourd'hui de diriger l'Italie ? Des chances, alors je valide et je partage l'avis de votre invité. Maintenant, les chances, elle est encadrée, cette personne-là. Madame Meloni est encadrée. C'est là qu'est le danger. Elle a deux soutiens expérimentés que sont M. Berlusconi et M. Matteo Salvini. Donc, si vous voulez, c'est là que devient le danger. Si on regarde les montées des extrêmes en Europe, une partie vient, on est d'accord sur l'histoire. Il y a un manque de valeur. On est dans des sociétés qui doutent en Europe, notamment en France, en Hongrie, en Suède, en Italie maintenant, et dans d'autres pays d'Europe également, en Belgique, aux Pays-Bas, où on a, si vous voulez, cette parole décomplexée des partis d'extrême droite. Maintenant, en ce qui concerne les affaires, en France, si on se calque sur le cas de la France a gagné des municipalités dirigées par le Rassemblement national, donc vraiment l'extrême droite. Donc, comme par hasard, on reste très discret sur les résultats et les réussites de ces partis. En ce qui concerne Madame Meloni, je pense qu'elle a des chances de réussite. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui est jeune. Et aujourd'hui, vous regardez entre guillemets la tendance en Europe. Vous avez par exemple Madame Truss, qui n'est pas du tout du même parti, mais qui est très jeune, qui a 47 ans. Si Madame Meloni arrive au pouvoir à 45 ans, c'est relativement jeune. En France, vous avez Monsieur Macron. Donc, si vous voulez, j'ai un peu l'impression qu'en Italie, c'est un pays qui est très particulier, l'Italie, en termes d'élections, parce que ça change régulièrement, si vous voulez. Mais moi, je pars du principe qu'ils ont tout essayé, et pourquoi pas se laisser séduire par cette droite extrême qui, dans l'esprit de la population, répondrait à leurs attentes. C'est-à-dire les valeurs de la famille, de la religion chrétienne, vous voyez, ça, c'est des choses on est dans des sociétés en Europe qui, aujourd'hui, si vous voulez, qui manquent de repères et qui ont peur de la concurrence. Et je pense que Mme Meloni, si vous voulez, va apporter cette stabilité, on va dire, cette rassurance, si je puis me permettre, pour assurer son électorat. Maintenant, vous savez, je pense aux déclarations de Gordon Brown dans les fins des années 90, quand il était Premier ministre anglais, bien sûr très éloigné de la tendance politique de Mme Meloni. Il a dit qu'il faut s'attendre au vote sanction. Voilà, quand on ne réussit pas, on est sanctionné par le vote et on est obligé de s'effacer et de reculer. Je pense que l'Italie franchit une étape supplémentaire. Elle n'est pas forcément le gros problème de ces pays-là, comme les pays du Sud, on va dire, parce qu'en Europe, il y a vraiment un gros décalage, si vous voulez, entre les pays du Sud et les pays du Nord, d'Europe du Nord, où surtout l'Allemagne, notamment avec la personnalité de Mme von der Leyen, on y reviendra peut-être, est très exigeante parce qu'il y a des dérives économiques et des dérives décisionnelles qui agacent ces pays du Nord, où le contribuable, si vous voulez, a l'impression à chaque fois de renflouer les finances qui sont mal gérées. Donc, si vous voulez, voilà, l'arrivée de Mme Meloni est importante. Est-ce qu'elle va passer? La question est là. Est-ce qu'il va y avoir un sursaut? Mais pour l'instant, elle semble bien déterminée à conduire la politique du pays. Monsieur Pouchelet, la montée de l'extrême droite en Italie était redoutée en Europe. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avait même fait miroiter des sanctions à l'encontre de l'Italie en cas de percée justement
de l'extrême droite. Pourtant, cela n'a pas été le cas avec d'autres pays de l'Union. Pourquoi ? Madame von der Leyen est héritière de l'époque Merkel, si vous voulez. Donc, en fait, elle continue, on va dire, la politique in extenso de la chancelière qui maintenant n'est plus au pouvoir. On ne peut pas dire qu'elle est... Et les Allemands, si vous voulez, sont des gens pragmatiques. Ce sont des personnes qui... Un sou est un sou, et lorsque le contribuable allemand finance ou contribue à l'Europe, il veut ce qu'on appelle avoir un retour sur investissement. On l'a vu notamment avec la crise grecque, on l'a vu avec d'autres crises financières, notamment espagnoles et puis aussi italiennes, il faut le dire. Donc, Madame von der Leyen, si vous voulez, elle fait des déclarations, j'allais dire, elle s'immisce un peu dans la vie des partis européens, mais je rappelle que Madame von der Leyen a quand même subi un affront avec le Brexit. Le départ des Anglais est quand même un message. On entend parler de M. Orban en Hongrie, c'est pas impossible que M. Orban se déconnecte de l'Union européenne, qu'il juge trop prégnante en termes de résultats, en termes de transparence. Il y a une immixtion qui est pesante. Et si vous voulez, cette immixtion européenne qui est pesante, on le voit même en France, avec la mobilisation des électeurs aux élections européennes, qui reste très bas. Pour l'instant, la préoccupation des citoyens en Europe demeure celle du pays, c'est-à-dire la crise économique avec une inflation galopante, et en même temps, si vous voulez, la peur de l'autre. Et en ce qui concerne l'Allemagne, un pays que je connais bien, on fait partie d'abord d'un Länder avant d'être allemand, si vous voulez, même si l'hymne national dit le contraire. Mais si vous voulez, c'est très important. Maintenant, l'Italie, c'est un pays jeune. Quand vous regardez l'histoire de l'Italie, l'union de l'Italie, c'est quand même relativement récent. Donc, si vous voulez, ce n'est ni plus ni moins qu'une suite logique d'une évolution adaptée maintenant en 2022. Très bien. Je reviens à vous, Habib Ben Safi. Alors, nous venons d'évoquer la position adoptée juste avant ce vote par Ursula von der Leyen. Or, la Commission européenne a changé de ton. Son porte-parole, Eric Mamer, a déclaré aujourd'hui espérer une coopération constructive avec les nouvelles autorités italiennes. À quoi est dû ce revirement ? C'est-à-dire que la politique de la Commission européenne, c'est toujours de la modération et essayer donc toujours d'avoir un consensus général. La Commission européenne, elle dit qu'elle est prête à travailler avec tout gouvernement démocratique dans l'ensemble de l'Union. C'est son discours, donc c'est sa déclaration d'après-élection. Par contre, avant les élections, elle avait dit que si les choses vont dans une direction difficile en Italie, avec l'élection de Giorgia Meloni, qu'elle avait des instruments de pression, comme cela avait été le cas pour la Pologne et la Hongrie d'ailleurs. Il y a des sanctions qui sont possibles pour la Hongrie. C'est vrai que la Hongrie a des positions très fermes par rapport à la Commission européenne, par rapport à l'Union européenne. Elle n'avait pas accepté, par exemple, le quota des réfugiés de l'époque avant von der Leyen, donc de Monsieur Jean-Claude Juncker, qui avait proposé donc un dispatching des réfugiés. Il avait aussi refusé des réfugiés de musulmans. Donc, à chaque fois, il était contre les décisions de la Commission européenne. Et dernièrement, rappelons-le, avec ce qui se passe en Ukraine, avec la position où il avait dit, concernant l'énergie, qu'il ne respecterait pas donc l'embargo sur le pétrole. Monsieur Ben Safi, l'Italie n'est pas le seul pays européen à connaître actuellement une montée de l'extrême droite. Que se cache derrière ce phénomène ? C'est un phénomène purement économique. C'est une crise économique. Quand il y a une crise économique, on fait monter les extrêmes. Dans tous les pays, rappelons-le que la dynamique en Europe, entre les deux guerres, le fascisme, qui avait réussi à s'imposer dans la sphère politique en grande partie à cause de la crise économique mondiale de 1929, aujourd'hui aussi, la crise des subprimes de 2008, et bien avant la crise de 2008, l'Europe vit une crise économique pointue, aiguë. Et donc, quand il y a les discours que l'on tient, les partis extrémistes tiennent des discours pour essayer de désorienter le public en disant, ben voilà, la crise économique est due à cause de l'immigration, à cause de l'islam, à cause de ceci. Donc, on va vers le plus facile. Les boucs émissaires sont les plus faibles. Donc, généralement, dans tous les pays européens aujourd'hui, il y a une crise économique aiguë, pointue. On voit tous les jours dans les bilans de la presse économique des dépôts de bilan des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises. Il y a de plus en plus de dépôts de bilan. Et donc, pour essayer de
je veux dire, d'orienter ou de désorienter l'opinion publique, on va chercher un bouc émissaire. C'est la crise économique qui fait monter les extrêmes dans tous les temps. Très bien, Manuel Pouchelet, êtes-vous d'accord? Cela est dû essentiellement aux crises économiques que connaît le vieux continent, cette montée de l'extrême droite. Que se cache derrière ce phénomène? Alors, ce qui se cache derrière le phénomène de la montée de l'extrême droite, elle est en effet, on trouve sa genèse, on va dire, dans les années 29. Mais quand on la projette aujourd'hui en 2022, il faut savoir que les partis, excusez-moi, d'extrême droite ont vraiment se sont professionnalisés en termes de discours politique et économique. C'est-à-dire, avant, c'était leur point faible, parce que quand ils étaient invités sur les plateaux télévisés pour débattre avec leurs contradicteurs, force était de constater que c'était plutôt faible en termes de logique, et c'était, on va dire, des projets qui étaient pas réalistes et pas réalisables, si vous voulez, et qui suscitaient la moquerie. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ce sont des gens qui se sont entourés dans leur staff, donc dans leur backs, au niveau de leurs équipes, d'économistes qui ont rallié leur cause et qui se disent, figurez-vous, messieurs, dames, votre projet peut fonctionner. On est aussi dans la logique on est en 2022, on a aussi cette logique d'usure des partis traditionnels, que ce soit de gauche, de droite, ou même du centre, où cette fois-ci, on a l'impression que l'électeur considère qu'il a tout essayé, puisque de toute façon, on n'a jamais été écouté. Et moi, ça me fait penser à la phrase du général de Gaulle, les promesses sont faites pour être élues et non pour être tenues. Et force est de constater qu'aujourd'hui, la séduction, on va dire, des solutions d'extrême droite viennent de plus en plus, on va dire, sur le devant de la scène, si vous voulez. Le discours s'est professionnalisé, ils sont entourés d'experts, et là est le danger. Manuel Pouchelet, l'Italie, on le sait, elle a été livrée à elle-même lors de la période Covid-19. Beaucoup de voix s'étaient alors élevées pour dénoncer pratiquement un abandon des pays membres de l'Union européenne. Et là aussi, nous évoquons Madame Meloni, elle s'était beaucoup exprimée là-dessus. Donc des voix s'étaient élevées, je le rappelle, pour dénoncer pratiquement un abandon des pays membres de l'Union européenne quand l'Italie en avait le plus besoin. Cela a-t-il contribué, selon vous, à cette montée de l'extrême droite? L'Italie, si vous voulez, fait partie des membres fondateurs de l'Europe, à l'époque qu'on appelait la CE en 1957. Oui. Donc, si vous voulez, la crise de la Covid, et là, on a vu des choses complètement indicibles, où on a eu une compétition entre pays de l'Union pour avoir les masques, pour avoir les respirateurs, ou si vous voulez, des pays ont fait pression et utilisé tous les lobbies possibles par rapport aux fournisseurs chinois. On sait par exemple que la France a, entre guillemets, piqué des stocks de masques. Il y a eu des détournements de livraison, on s'en rappelle, oui. Exactement. Oui, tout à fait. Après, c'est un sujet, attention, c'est un sujet sensible, parce qu'avec l'histoire de la Covid, il y a quelques jours, on a appris qu'il y aurait une possible implication de Mme von der Leyen avec la société Pfizer. Donc là, pour l'instant, on reste discret. Maintenant, là, oui, c'est une affaire à suivre et à mon avis qui aura des conséquences, puisque Madame von der Leyen impose, on va dire, ses vues à des démocraties, et en même temps, on s'aperçoit qu'elle n'est pas forcément clean, on va dire, sur certains sujets. Maintenant, je reviens au sujet de l'actualité. On a une parole aussi qui est importante, qui est décomplexée en Europe sur le racisme, sur le refus de l'islam, etc. Ouais. Mais en même temps, si vous voulez, c'est aussi, je rappelle, notamment en France, il y a eu des événements qui ont marqué la France, avec les attentats de 2015, où là, si vous voulez, dans la mémoire collective, c'est resté très, très marqué. Maintenant, je pense qu'il faut remonter aussi au projet, à l'époque de 2008, de M. Sarkozy, qui, je le rappelle, avait accueilli M. Bachar el-Assad au 14 juillet 2008 sur les Champs-Élysées pour le défilé, où justement il y avait un congrès de l'Union de la Méditerranée. Et l'Italie était invitée, parce que l'Italie, si vous voulez, elle est en première ligne avec l'accueil des réfugiés ou l'arrivée des réfugiés. Ouais. Sachant que l'Union européenne, si vous voulez, n'aide pas ou n'aide peu l'Italie pour faire l'accueil. Et Dieu sait qu'en même temps, ces réfugiés, on a l'histoire des passeurs, mais pour l'économie italienne, puisqu'il s'agit de l'Italie, il faut savoir qu'il constitue aussi une main-d'œuvre bon marché et une concurrence à des Italiens qui aujourd'hui n'arrivent plus à se loger. Une bonne partie des jeunes Italiens, donc de la jeunesse qui est en mesure, qui travaille, qui est, on va dire, la force vive économique, logent encore chez leurs parents, alors qu'en France, ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez, les problématiques italiennes, elles ont cette spécificité qui, malheureusement, frustre la population, d'où le résultat qu'on a eu hier.
Très bien, Habib Ben Safi, j'ai envie de vous poser la même question. Vous rappelez certainement du discours de Giorgia Meloni lorsque l'Italie était abandonnée par ses voisins européens. Oui. Lorsqu'elle était gravement touchée par le Covid-19. Un tel discours poignant, on s'en rappelle, et très virulent, notamment envers la France, a-t-il contribué, selon vous, à ce succès, notamment de l'extrême droite en général et de Mélanie en particulier? Bien entendu, vous savez que les partis d'extrême droite tiennent toujours un discours anti-système et anti-élite. Ouais. Donc, dès qu'il y a quelque chose dans ce sens-là, ils responsabilisent les autres. Donc là, ils ont responsabilisé l'Union européenne, les prises de position de l'Union européenne. C'est vrai que comme la crise des subprimes, la crise du Covid, l'Union européenne a tergiversé pendant quelques mois, pour prendre des décisions, je veux dire, fermes et efficaces. Ils ont eu la même réponse, je veux dire, la même façon de répondre à la crise, par tâtonnement, par tergiversation. La crise des subprimes, vous le savez, vous vous rappelez, il a fallu plusieurs années pour pouvoir aider la Grèce et prendre des décisions pour prendre, je veux dire, un programme d'aide de la Grèce. Là aussi, au niveau du Covid, ils ont tergiversé, ils ne savaient pas, et ils ont pris des positions, ils ont pris des mesures, etc., qui n'étaient pas tout à fait cohérentes. Et donc, les partis d'extrême droite naviguent sur cette faiblesse de l'Union européenne ou bien des prises de position. Ils ont toujours le même discours, un discours anti-système, un discours anti-élite qui les désigne comme la cause du déclin de la nation. Ces élites n'auraient pas pu su protéger, soi-disant, l'Union européenne. Très bien. Et selon vous, l'extrême droite est-elle synonyme aujourd'hui de retour au nationalisme, voire au protectionnisme? Est-ce la seule alternative qui se présente aujourd'hui aux Européens face à la globalisation? Il y a des tendances. Il y a une tendance justement du repli sur soi-même, du nationalisme. On le voit aussi, on le voit en Hongrie, on le voit maintenant en Italie depuis quelques années. Donc bien entendu, quand il y a une crise aiguë et économique, le repli sur soi, c'est la seule position qu'ils prennent, ou bien la seule solution pour ces partis d'extrême droite qui essayent de responsabiliser les étrangers, l'islam par exemple, ou bien l'immigration. Donc voilà, et donc ils se disent qu'en se repliant sur soi-même, on pourrait peut-être régler les problèmes économiques. Bon là, ils font fausse route bien entendu, parce que leur discours, il est axé uniquement sur le rejet de l'autre et non pas sur des solutions économiques, sur des programmes économiques, etc. Très bien, Manuel Pouchelet, je reviens vers vous. À l'issue de ces législatives, doit-on s'attendre à un changement de cap de la politique étrangère de l'Italie? Quelle sera sa position, selon vous, à l'égard du conflit en Ukraine, par exemple? Je pense que l'Italie, de là à dire qu'elle fera volte-face, je pense qu'il est beaucoup trop tôt. L'Italie s'est engagée avec ses partenaires européens, notamment avec... On parle au conditionnel avec Giorgia Meloni aux commandes. Oui, mais moi je pense, alors il faut se méfier d'une tendance. C'est pas parce que vous avez un nouveau gouvernement élu qu'il y a un revirement complet de la situation. Et c'est ce que j'aime bien dire, c'est souvent l'expression de volte-face. Maintenant, Madame Meloni va hériter, on va dire, de certains dossiers, à mon avis, sociaux qu'elle va mettre en avant, peut-être au détriment. Alors si on compare par exemple avec l'Angleterre, je pense qu'elle va vraiment mettre en place, parce il y aura moins d'interférences et d'interactions, si vous voulez, avec la politique extérieure. Maintenant, l'Italie est engagée sur l'Ukraine. Est-ce qu'elle risquerait d'être un go-between avec M. Poutine? Moi, j'y crois pas, d'autant que maintenant le lead, on va dire, de la mise pour l'entremise, ça passe par la Turquie avec M. Erdogan. Donc, si vous voulez, maintenant l'Italie, elle va devoir confirmer, surtout, elle va devoir rassurer sa population, parce que c'est bien gentil d'avoir un discours d'extrême et de famille et de valeurs, mais maintenant les Italiens, je pense, vont demander des résultats immédiats. On est aujourd'hui dans une logique de résultats immédiats et non pas sur le long terme. Donc, est-ce que ça va changer? Oui, ça va changer. Maintenant, attention, il y a des dossiers qui vont rester pérennes dans le terme de suivi. Lesquels? Alors, je pense qu'on parle du gaz, notamment avec l'Algérie, les accords avec l'Algérie. Je doute que Mme Meloni fasse volte-face en disant, bah voilà, mon parti a cette tendance, donc je ne négocie pas. Tout à l'heure, dans le reportage, il y avait aussi cette forme de tempérance de la Commission européenne. Pourquoi? Parce qu'elle sait pertinemment qu'elle a besoin de l'Italie pour le marché du gaz.
notamment avec l'Algérie, puisque la France est malheureusement bloquée sur d'autres aspects. Donc, si vous voulez, surtout en cette période de crise. Oui, tout à fait. Il y a cette période de crise, mais en même temps, je rappelle une chose, on a un autre dossier dont on n'a pas encore parlé, c'est aussi la présence de l'Italie et l'engagement de l'Italie aux côtés d'une autre nation européenne qui est la Grèce, qui est actuellement sous la menace turque. Donc, si vous voulez, l'Italie est un acteur incontournable. Elle va continuer, si vous voulez, d'affirmer sa position et sa posture avec les moyens qu'elle a. Attention, avec les moyens qu'elle a. Ils ne sont pas forcément les mêmes que d'autres puissances européennes, mais de toute façon, l'Italie, je le rappelle, est un membre fondateur de la communauté économique européenne, que maintenant on nomme l'Union européenne. Il faudra compter dessus. C'est aussi une puissance économique qui ne dit pas son nom, l'Italie. Elle a des solutions industrielles qui entrent des fois en concurrence avec d'autres solutions françaises, allemandes et d'autres pays, si vous voulez. Donc on ne pourra pas faire ça. Madame Meloni hérite d'un lourd passé. Elle va sûrement consolider certaines positions en ce qui concerne l'immigration, mais en ce qui concerne l'économie, elle va sûrement devoir s'adapter et je pense que les électeurs italiens vont l'attendre sur ce sujet. Très bien. Habib Ben Safi, en termes de politique étrangère, Giorgia Meloni, selon vous, quelle sera sa position à l'égard de dossiers lourds du moment, à l'exemple du dossier de la crise en Ukraine, russo-ukrainienne? Vous savez, ça me rappelle la crise grecque. Ouais. Quand il y a eu la crise grecque et quand le parti de monsieur Alexis, je ne sais plus comment il s'appelle. Tsipras, voilà. Quand il a eu le pouvoir il avait promis monts et merveilles aux Grecs. Et quand il est arrivé à Bruxelles et qu'on l'a mis face aux défis, face à la réalité, il a changé complètement d'avis et donc il a respecté les règles et les mesures que le Bruxelles a dictées. C'est exactement pareil pour l'Italie. L'Italie est un membre, comme l'a dit M. Pouchelet, est un membre fondateur de l'Union européenne parmi les 6 pays. Donc il se doit de respecter les règles dictées par Bruxelles. Dictées par Bruxelles, bien entendu. Et je ne pense pas qu'elle va pouvoir faire cavalier seule. Madame Meloni, elle va se conformer à l'ensemble des décisions du Conseil européen. Mais on parle déjà, Habib Ben Safi, d'une alliance de la droite qui pourrait éventuellement amener Giorgia Meloni au pouvoir. Bien entendu, bien sûr. Ces chances sont réelles. Oui, ces chances sont réelles, bien sûr qu'elle pourrait devenir la première dame d'Italie. Mais ceci dit, elle ne va pas chambouler la politique italienne par rapport à celle de l'Union européenne. Je pense qu'elle va se conformer à ce qui se fait, ce qui se décide aujourd'hui à Bruxelles. Donc vous êtes... oui. D'autant plus qu'elle fait partie de l'OTAN et que l'OTAN a son mot à dire là-dessus. Très bien. Donc vous rejoignez Manuel Pouchelet. Donc vous êtes tous les deux unanimes à dire qu'il ne faut pas trop s'attendre à des changements radicaux en termes de politique étrangère. Qu'en est-il de la politique intérieure ? Elle a peu de moyens, vous savez. Je vous ai dit, ça me rappelle Alexis Tsipras, quand il s'est dit, voilà, je prends mes monts et merveilles, et finalement, il s'est plié aux décisions de l'Union européenne, aux décisions de la Commission européenne. Donc c'est exactement pareil. L'Italie, elle a elle est face à certains défis, et elle ne peut pas échapper à ces défis. Et donc, elle a aussi des engagements envers l'Union européenne, envers d'autres pays. Monsieur Pouchelet a cité l'énergie. Et donc, c'est une crise grave que vit l'Union européenne aujourd'hui, puisqu'ils ont pris la décision de se poser en tant qu'ennemi de la Russie. Et donc, à cause de ça, la Russie donc, a un petit peu fermé le gazoduc Mainstream, le gazoduc Nord Stream 1. Nord Stream. Et donc, voilà, cette crise-là énergétique a obligé donc l'Union européenne à se tourner vers d'autres fournisseurs comme l'Algérie. Et donc là, bien entendu, les engagements de l'Italie vont se conformer à celles de l'Union européenne. Très bien, très bien. Je vous remercie en tout cas, messieurs. Habib Ben Safi, merci d'avoir contribué à cette émission. Vous êtes journaliste accrédité auprès des institutions européennes. Je remercie également Manuel Pouchelet. Vous êtes expert en géopolitique et sécurité. Merci à vous, messieurs. Donc cette émission touche à sa fin. Merci à vous, téléspectateurs, de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée.